Et j'ai vu toute l'aide que la France, tant d'autres pays, achemine, qui était à la riche, qui était là, bloquée par les Israéliens. Et donc je le dis avec force, ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable. Elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression. Dans les victimes des bombardements, il y a beaucoup d'enfants. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les enfants sont complices du Hamas. Le bilan, on le rappelle, qui est donné par le Hamas est de 10 000 victimes. Certes, il est sujet à caution, mais environ un tiers seraient des enfants aujourd'hui. J'étais sûr que vous alliez m'en parler. Je suis désolé, mais là, vous n'êtes pas à la page. Ou alors, vous n'avez pas lu. Voilà, moi, des fois, je me demande si les journalistes, ils ont bien le temps de lire, parce que je sais que l'actualité... Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous ferons ensemble le tour de l'actualité politique. Cette semaine, la politique, c'est pas un débat d'idées, c'est un ring de boxe. Et ça cogne vraiment de partout. Avant de commencer, petit rappel. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous avez juste un geste à faire. Cliquez sur le bouton et activez la cloche de notification pour ne rien rater des futures publications. C'est totalement gratuit et ça me donne beaucoup de force. Bon allez, cette fois c'est parti. Il y a peu, avec le président Sisi, j'ai vu des femmes, des enfants blessés, oui, une femme avec la colonne vertébrale qui avait été brisée, qui a passé 6 mois sans soins. J'ai vu des femmes qui, les cicatrices n'étant pas refermées, disaient « je veux retourner à Gaza ». C'était l'une des pires choses qui m'a été donnée de voir. Et j'ai vu toute l'aide que la France, tant d'autres pays, achemine, qui était à la riche, qui était là, bloquée par les Israéliens. Et donc je le dis avec force, ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable. Et aujourd'hui, la crise humanitaire est la plus grave que nous ayons connue depuis longtemps. Est-ce que vous vivez ce festival sans elle? Difficilement. Elle est là, sans être là. Elle aurait dû être là. Elle a été fauchée par... C'est plus qu'un bombardement, hein. Elle a été ciblée. 2 missiles qui ont été lâchés par un drone sur son immeuble. À 1h du matin. À 1h du matin, mais qui était programmé pour exploser là où, à l'étage où elle était. Donc on a le rapport maintenant. Ciblé, ça signifierait, en tant que journaliste, donc en tant que cet œil de Gaza qui racontait au monde ce qui se passait à l'intérieur de l'enclave, selon vous? Oui, j'aurais tendance à dire ça, oui. Parce qu'en fait, il y en a 211 autres à journalistes. Oui, journalistes. En 2024, voilà, elle était en décolleté, et puis aujourd'hui au Festival de Cannes, et que maintenant, elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression. Et on s'est rendu compte que hier soir, finalement, voilà, ce sont les photos qu'elle publie. Elle est au Festival de Cannes, mais hier soir, elle a quand même publié une autre photo, voilà, où elle joue un peu. De temps en temps, le petit côté sexy, de l'autre, le petit côté djellaba, quand même. Non, mais voilà, ça interpelle beaucoup en ce moment, surtout avec le rapport des frères musulmans. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des marques qui la payent pour se vêtir de cette façon-là, et des marques de luxe. C'est-à-dire comment, au nom des affaires, on participe à l'entrisme. Influence, l'influenceuse, influencée. David Guiraud, vous avez réagi à ce rapport. Le débat public agité par des responsables politiques cyniques, relayé par des médias irresponsables, continue d'enfoncer la France dans l'islamophobie. Quand on le lit, le rapport ne parle pas d'un danger, par exemple, de passage à l'acte physique, d'acte terroriste. On parle de 400 personnes, et dont les membres supposés, hein, parce que tout ça fonctionne par supposition. Évidemment, il n'y a jamais d'affirmation extrêmement forte, si ce n'est quelques figures qui sont relevées, mais dont on a du mal à dire si elles sont en coordination entre elles ou pas, si elles sont d'accord entre elles ou pas. Je vais vous faire une annonce, elles ne le sont pas. On parle d'une idéologie rigoriste qui est en train d'infiltrer, qui est en train justement d'essayer de convaincre les jeunes musulmans de les rejoindre. Mais il n'est pas question de musulmans en tant que tels. Le problème n'est pas l'islam, le problème c'est ceux qui diffusent un islam rigoriste. Mais vous avez probablement lu le rapport à l'envers. Parce qu'en fait, ce que dit le rapport, c'est que l'influence est très limitée, voire même qu'elle recule, que les financements reculent, que dans les pays d'origine, d'où viennent historiquement les frères musulmans, pareil, c'est globalement une éradication, mais ils sont très en difficulté. Donc où est la progression? Parce que vous voyez, on parle des musulmans, et derrière les frères musulmans, en fait, vous avez énormément d'acteurs politiques, médiatiques, etc., qui comprennent tous les musulmans. Il vous suffit d'écouter d'ailleurs une récente interview d'un préfet, je ne sais plus d'où il est, globalement c'est tous les musulmans, en fait, les frères musulmans. Et c'est cette manière de présenter les musulmans comme étant une force rampante, contagieuse, où en fait on les compare à une maladie
qui fait que derrière, on a des discours et des actes islamophobes. Des actes d'État, des discours d'État, et aussi des actes islamophobes dans la population. Enfin, je veux dire, il y a quand même un fidèle, il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Aboubacar, qui s'est fait poignarder dans sa mosquée par quelqu'un. Donc si on est incapable de prendre nos responsabilités par rapport à ça, et de se dire que dans le traitement médiatique et dans le traitement politique de ce genre de rapport, il y a un petit problème, parce que typiquement, à aucun moment dans le rapport, il est parlé, par exemple, il est question d'une menace physique, mais qu'on le fait dans un conseil de défense, qui est censé être quelque chose qui est relatif, pardonnez-moi, à la politique de sécurité de défense nationale, mais imaginez les discussions dans un des lieux les plus importants pour notre défense nationale. On est là en train de dire, le président et le service de renseignement, de dire, bah oui, Hassan Hussein, il défend les droits des femmes en 2014, mais il y a un moment où à la mosquée de Rony-sous-Bois, il dit que l'homme ne doit pas laisser sa femme seule sortir du foyer. Mais vous voyez, c'est quoi la priorité du pays ? Alors il y a quand même autre chose, David Guiraud, dans ce rapport qui là pour le coup est très parlant. On parle de promotion du voile chez les jeunes filles, parfois des 5-6 ans. Non mais c'est pas très drôle parce que non mais monsieur Guiraud, c'est pas très drôle, vous savez, parce que non, c'est pas drôle du tout. Alors je vous laisse répondre. Alors, on en parle. Vous savez à quelle page on en parle? Moi je l'ai sous les yeux, j'étais tellement sûr que vous alliez m'en parler que j'ai le rapport sous les yeux. On en parle à la page 50. On en parle uniquement à la page 50. Alors, il y a un petit encadré qui fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes. D'accord? Donc, c'est suffisamment court pour que je vous le lise. Le phénomène de voilement des mineurs de parfois 5-6 ans n'est pas endémique, mais apparaît désormais bien présent sur le territoire national. Il apparaît soutenu par un puissant ressort wahhabo-salafiste. Alors, les wahhabo-salafistes, déjà, c'est pas les frères musulmans, d'accord? C'est pas la même chose. Mais on va parler des frères musulmans. La mouvance frériste, sans en faire un marqueur doctrinal. D'accord? Donc c'est quelque chose que les frères musulmans ne défendent pas, ne s'opposent pas aux partisans de ce voilement. C'est-à-dire qu'en fait, on juge par la négative. Les frères musulmans ne défendent pas le voilement des fillettes, mais on va en parler. Et ensuite, ainsi, la position n'est pas uniforme dans les écoles de la mouvance. Pardon, il y a 5 lignes sur un rapport de 70 pages sur le voilement des fillettes. J'étais sûr que vous alliez m'en parler. Je suis désolé, mais là, vous n'êtes pas à la page. Ou alors, vous n'avez pas lu. Voilà. Moi, des fois, je me demande si les journalistes, ils ont bien le temps de lire, parce que je sais que l'actualité bouge partout. Mais enfin, il y a 5 petites lignes dans un petit encadré tout timide. Et ça, dans le rapport, il y en a plein des moments comme ça, où on aborde avec une grande légèreté les choses. En plus, sur ces 5 lignes, on dit que c'est pas les frères musulmans qui défendent ça. Donc, il faut être sérieux, en fait. Quand on fait ce travail-là. Je ne sais pas si vous avez l'occasion souvent de discuter avec des fidèles musulmans qui sont parfois effectivement un peu plus âgés, qui ont vu parfois dans leur pays d'origine les frères musulmans s'infiltrer et diffuser cet islam rigoriste. Ils n'ont pas besoin de ce rapport pour se rendre compte que voiler les jeunes filles, c'est un projet dans plusieurs quartiers, que c'est quelque chose qui se diffuse. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Et c'est vrai que finalement pour vous, c'est un point de détail, c'est quelque chose qui serait un petit peu, qu'il faudrait prendre par attendez, j'emploie plus ce genre de formulation. Non, mais vous dites que c'est ce que vous voulez. Non, mais vous dites que c'est un phénomène marginal. Alors c'est décrit comme un phénomène marginal à 5-6 ans, évidemment. C'est quand même pas généralisé à 5-6 ans. Mais notre discussion, elle prend un tour très intéressant, parce qu'on était sur la base d'un rapport. Vous m'interrogez sur le voilement des fillettes dans le rapport. Je vous réponds texto que le rapport lui-même dit que c'est extrêmement marginal et qu'en plus c'est pas les frères musulmans. D'accord? Et là, vous allez sur une discussion où vous me posez une question sur les discussions que vous avez, alors moi je ne sais pas avec qui vous parlez, mais sur la base en fait. Là, on n'est plus sur un rapport, on n'est plus sur de la recherche scientifique, on n'est plus sur de l'investigation de terrain, on est sur des discussions que vous aurez eues avec des anciens des quartiers. Je ne suis pas sûr, pour ma part, que le groupe Bolloré ait énormément de discussions avec les musulmans. Monsieur, je vous remercie, j'ai pas besoin de mon actionnaire pour avoir des contacts et pour parler. Permettez-moi de soulever un petit doute quand même. Mais c'est pas grave, ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, on a une discussion sur la base de vos impressions. Ou des discussions informelles que vous avez pu avoir avec des gens qui ne sont pas inintéressantes, mais qui ne sont pas sérieuses pour un journaliste. Ce que je suis en train de dire. C'est là où moi je vous critique, c'est que vous êtes journaliste, quoi. Donc soit vous avez le rapport, soit vous me parlez de faits établis. Monsieur, on parle du rapport avec un vieux du quartier que vous avez croisé, je ne sais pas où. Monsieur, tout musulman ou tout musulmane devient suspect ou suspecte. Vous en avez parlé par exemple sur l'école et le sport. Il y a quelque chose de méfiez-vous des musulmans qui prennent de la place. Et donc maintenant, même les musulmans maintenant, donc qui sont cadres dans nos entreprises, il faut s'en méfier parce qu'il faut quand même un petit peu de l'entrisme. Cette notion de l'entrisme, c'est le revers de la notion de séparatisme. C'est-à-dire qu'au début, on disait aux musulmans de France, vous voulez pas vous intégrer, vous refusez la nation française. Et maintenant, on leur dit, maintenant que vous voulez faire du sport, que vous avez des écoles, que vous vous insérez même économiquement, et que maintenant on leur dit, vous êtes tous soupçonnés d'entrisme. Et j'ai donné un exemple de Léna Situation, qui est une influenceuse beauté, d'origine effectivement maghrébine, qui se prend... Léna Situation n'est pas du tout libanaise. Léna Situation est algérienne.
Ah, je pensais non, elle est algérienne, elle est même kabyle, Léna Situation. Mais en tout cas, qui est d'origine maghrébine, qui a porté une robe longue à Cannes. Au Festival de Cannes. Voilà, et qui est accusée d'entrisme frériste, qui n'a jamais dit publiquement qu'elle était musulmane. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, de Français issus de l'immigration, qui n'avons jamais parlé de notre religion, qui n'en parlons pas, et on se retrouve avec cette assignation identitaire à devoir, si, bien sûr que si. Le sujet du conservatisme et de l'intégrisme religieux est tellement important que je trouve ça scandaleux qu'on en parle dans ce contexte-là, parce que la seule chose que je vois, moi, de la part de Bruno Retailleau, c'est une manœuvre politicienne. Le fait d'en avoir d'abord parlé dans la presse, d'avoir essayé surtout de se mettre en avant lui, alors qu'il sort d'une élection chez les LR, on voit totalement aussi une posture qui est une posture en fait d'homme qui rêve un jour d'être président de la République. Je veux aussi rappeler un truc qui est très important parce qu'on l'oublie. Les Républicains, c'est 7% aux dernières élections, donc je veux rassurer une partie des Français et Françaises qui sont très inquiets depuis. Ça ne représente pas cette idée, cette façon de faire la politique ne représente pas la majorité des Français et des Françaises, et notamment ma génération, les 18-35 ans, qui ne sont pas du tout d'accord avec ce modèle de société, qui est un modèle de stigmatisation, notamment des musulmans, mais pas que. Ça veut dire que tous les Palestiniens de Gaza sont coupables, ça veut dire que certains étaient et sont toujours avec le Hamas. C'est un fait. Maintenant, alors nous parlons... Dans les victimes des bombardements, il y a beaucoup d'enfants. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les enfants sont complices du Hamas. Le bilan, on le rappelle, qui est donné par le Hamas est de 10 000 victimes. Certes, il est sujet à caution, mais environ un tiers seraient des enfants aujourd'hui. Vous vous rendez quand même compte de ce qui se passe? Pour nous, c'est une guerre qui est existentielle. Il n'y a pas ici d'élément qui peut empêcher l'État d'Israël de se défendre, de se protéger après le massacre qui a été commis. Les gens ont un peu oublié vite qu'il y a à peine un mois, 1400 personnes ont été éliminées physiquement parce que juives. Et ça, personne n'oublie bien sûr le sort des otages. Personne n'oublie le sort des otages. Mais ces images sont frappantes, celles de civils qui sont touchés. Je vous propose qu'on en regarde d'autres. C'était dans le camp de réfugiés, encore une fois, de Jabalia. On sait qu'il y a eu de nombreuses victimes là-bas. Pardonnez-moi, vous allez pouvoir répondre dans un instant. Des civils présents aussi dans une école de l'ONU qui a été touchée hier par une frappe de votre armée. On rappelle que la trêve, c'est ce que demande officiellement aujourd'hui la France. Ces civils, manifestement, ont besoin de plusieurs choses. Ce sont des civils, des femmes et des enfants. Ils ont besoin d'aide humanitaire, ils ont besoin d'un répit et d'un endroit sûr où aller. Ils n'ont rien de cela. Pourquoi ne pas leur accorder aujourd'hui une trêve temporaire qui leur permette de l'obtenir? Pourquoi 241 personnes sont toujours prises en otage sans aucune nouvelle? Des femmes, des enfants et des bébés. C'est pas humanitaire? C'est pas dramatique? La guerre, elle ne se fait pas parce qu'on veut la faire. Elle nous a été imposée le 7 octobre. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on disparaisse? Je vous interroge sur les choix qui sont ceux de l'armée israélienne et qui sont discutés, y compris par vos alliés américains. Et on va voir, selon des informations de sources haut placées, qu'il y a eu des options qui ont été proposées par Anthony Blinken il y a des sa options, visite. Des options notamment pour une façon différente de procéder dans la bande de Gaza. C'est un questionnement qui semble légitime aujourd'hui, quelle que soit bien sûr la préoccupation que suscite, et vous avez raison de le rappeler, le sort de ces 240 otages, y compris des Français. Il y a un vide total, un vacuum total sur le sort des 241 kidnappés. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas comme si c'était un fait qui appartenait au Hamas. C'est-à-dire qu'on pleure pour un côté. Je peux comprendre qu'on soit ému, mais on n'est pas ému pour l'autre côté. Et pour en venir à ce qu'a dit ce monsieur que je ne connais pas, je ne vois pas son visage, je m'excuse. Pardonnez-moi, c'est faux. On a parlé de ces familles, de ces otages, on les fait régulièrement intervenir sur notre antenne. On va vous montrer dans un instant les images de ces familles qui manifestent aussi parce que certaines demandent des modalités d'intervention différentes et ça vient parfois d'elles-mêmes. Comment se fait-il que la France prend en considération les chiffres donnés par une entreprise terroriste qui a tué des Français? Une trentaine d'hommes ont été tués, de femmes, et a kidnappé les Français comme quelque chose de fiable. Ça me paraît aberrant. Je ne peux pas l'accepter en tant que porte-parole de l'armée. Pardonnez-moi, est-ce que l'armée israélienne a sa propre estimation des pertes causées par les frappes aujourd'hui, les frappes aériennes? Ça veut dire que quand on n'a pas de chiffres, écoutez, ce que vous me dites en fait, c'est que quand on n'a pas de chiffres, on prend les chiffres du Hamas. Non, je vous demande quelles sont vos propres estimations. Les estimations sont que la grande majorité des morts de la bande de Gaza sont des terroristes et affiliés aux terroristes du Hamas. C'est une armée terroriste de plus de 30 à 40 000 personnes. Ils ne vont jamais vous dire, d'ailleurs, dans les chiffres du Hamas, il y a zéro membre du Hamas qui a été touché. Les chiffres qui sont donnés sont tous bidons. On est dans une énorme mer d'intoxication d'informations et de bidons. Ce sont des chiffres qui ne sont pas jugés bidons par les Américains, qui s'émeuvent eux-mêmes de ce qui s'est passé ces derniers jours en termes de bombardement sur les civils. Rina Bassis, pardonnez-moi, Rina Bassis va intervenir. Il y a ici un problème dramatique qui est pourtant fondamental, parce qu'il y a également des citoyens français dedans, et qui n'est pas
mis au même banc que l'émotion par rapport à Gaza. Pardonnez-moi, colonel Rafovix, ma question portait vraiment précisément sur ces techniques militaires employées, notamment le largage de bombes d'une tonne. Ça a été le cas mardi sur Jabalia, à peu près une tonne, 900 kilos, une tonne. Je ne suis pas une spécialiste, hein, je ne fais que communiquer les informations que je lis. Les bombes, les petites bombes seraient plus adaptées. Elles permettraient de faire moins de victimes parmi les civils. Les Américains se disent prêts aujourd'hui à les livrer. Est-ce qu'il faut faire adapter cette stratégie aujourd'hui? Est-ce qu'il faut tenter, coûte que coûte, de limiter les pertes parmi les civils? Madame, vous prenez l'État d'Israël pour un enfant? Non. Vous prenez l'armée d'Israël pour une petite armée de quelqu'un qui ne connaissent pas la chose militaire? Enfin, soyons un petit peu sérieux. Évidemment qu'on fait la guerre au Hamas et pas aux Palestiniens. Évidemment qu'on fait tout pour éviter qu'il y ait des dommages collatéraux. Mais de nous demander maintenant d'adapter la chose militaire au problème de Gaza, vous croyez qu'on va attendre des conseils pour savoir comment agir? Alors, un peu de bon sens quand même. Alors, pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois. Un peu de bon sens. Pardonnez-moi. Prenez pas des Israéliens pour des enfants, je vous en prie. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois. Je vous rappelle que ce sont des sources américaines citées par le New York Times qui affirment que ces points ont été présentés par l'administration Biden et notamment par Anthony Blinken lors de son déplacement. Madame, imaginez-vous Israël donner des conseils à l'armée française lorsqu'elle frappe des rebelles salafistes. Vous ne financez pas l'armée française, Israël ne finance pas l'armée française, ce qui est le cas de l'armée américaine. Il est fort quand même, Gérald Darmanin. Pourquoi? Il est fort parce qu'il se prend une belle place de 3 pages dans un journal d'extrême droite, disons-le, le journal du dimanche, et en faisant cette belle opération de communication, parce qu'il y a la politique spectacle, mais lui c'est la sécurité spectacle, peut-être qu'il a plus que ça à faire, parce que Gérald Darmanin c'est pas l'homme de la situation, c'est l'homme de l'inaction, de l'échec. Ça fait 8 ans qu'il est là, c'est de pire en pire. Donc du coup, bon, il se rattrape un peu la communication pour son agenda personnel. Et donc 3 pages dans un journal d'extrême droite égale, j'ai la question ce midi, et j'imagine que sur les autres émissions dominicales, en ce moment même, tous les politiques invités doivent réagir à ce qu'il pose là sur la table. Moi, je trouve que la symbolique qui consiste à installer en Guyane une prison pour des non-Guyanais et il l'explique clairement, les plus dangereux, est extrêmement problématique. Pourquoi? Parce qu'on voit bien la référence historique au bagne de Cayenne. Pour vous, c'est pas une coïncidence? Évidemment que c'est pas une coïncidence. D'ailleurs, dans ce journal d'extrême droite, il y a toute une explication pour se rappeler comment c'était Cayenne et limite comment c'était bien, comme si on devait avoir une nostalgie de ces pratiques. Et donc, on relègue les territoires dits d'outre-mer, finalement, à l'une de leurs assignations au moment de la colonisation, c'est-à-dire un emprisonnement, mais un emprisonnement qui se double d'une logique de mise au banc géographique. Je trouve que c'est absolument pas respectueux ni sain de réactiver ce référentiel aujourd'hui. Et je trouve aussi que, on voit bien les limites de ce projet. Il y a même pas de route pour aller à cette prison. Alors, je sais pas s'ils vont y aller en pirogue. Ils disent le but c'est que ce soit complètement inaccessible. Mais on voit bien que pour recruter et pour les conditions de travail là-bas, ça va pas être simple non plus du coup. Et puis on voit bien que pour les droits fondamentaux, parce que les prisonniers, oui, ont des droits fondamentaux, par exemple le droit de visite. Le but de les éloigner, ça a été la même chose avec les Kanaks qui avaient eux pour le coup été mis en prison en hexagone plutôt qu'en Kanaki. Le but aussi est un éloignement familial. Et donc moi, juste, ce que je vous dis, c'est quand j'entends Gérald Darmanin dire ce matin, très précisément, il dit l'État est de retour en Guyane. Parce que pour lui, faire ça, c'est que l'État est de retour en Guyane. Mais je rappelle quand même que, oui, les Guyanais ont besoin d'État, ont même droit à l'État, au même titre que celles et ceux qui vivent en hexagone, mais qu'aujourd'hui, il manque 700 places en cantine, il manque 140 enseignants dans le primaire et autant dans le secondaire. Le narcotrafic, c'est un problème ou pas? Mais évidemment que c'est un problème. Et juste, laissez-moi finir là-dessus, parce que la mortalité infantile, qui est de 4,1 pour 1000 dans la moyenne nationale, est de 9,8 pour 1000 en Guyane, et c'est pas par hasard. C'est le défaut de services publics. Et donc, oui, il faut des services publics en Guyane, mais je pense pas que la priorité était ce projet de prison. Ils voient un peu comme un retour du bagne. Mais c'est une insulte, monsieur, à la République, ce que vous dites. Je vous dis ce que pense aujourd'hui la population. Vous êtes journaliste. D'abord, en plus d'être complètement idiot, c'est une insulte. C'est complètement idiot, bien sûr, et c'est une insulte parce que ce sont des magistrats indépendants qui prennent des décisions. Mais il faut surtout éviter les comparaisons. Marquer des points un camp contre l'autre. Rokhaya Diallo. Alors moi, très honnêtement, je suis absolument choquée par à la fois le contenu du rapport et le timing dans lequel il intervient. On est à 1 mois d'un attentat qui a eu lieu contre un fidèle musulman à Boubacar Sissé dans une mosquée. Les musulmans ressentent depuis quand même un certain nombre d'années un climat de suspicion généralisé à leur encontre. J'ai entendu les mots du préfet qui est à l'origine et qui est une des 2 personnes qui a rédigé le rapport dire ce matin à la radio qu'il considérait que la multiplication de commerces halal faisait partie de l'extension de l'influence
France des frères musulmans. Donc là, on s'en prend en fait à des pratiques de la religion qui sont absolument anodines et qui pointent du doigt en fait les musulmans qui ont le sentiment que dans leur religiosité, en fait, ils sont de plus en plus suspectés de faire partie justement de ce que Emmanuel Macron considérait comme une contre-culture. Et donc là, c'est leur citoyenne. Qu'est-ce qu'on appelle l'islam politique? C'est-à-dire que pas les musulmans qui sont les musulmans, beaucoup de musulmans se sentent visés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle des commerces halal, on parle d'une pratique alimentaire qui est extrêmement répandue chez des musulmans qui n'appartiennent à aucune mouvance politique. Et en réalité, si vous mettez les musulmans, si vous posez la question, oui, mais justement, en fait, le rapport fait une confusion entre les frères musulmans et la pratique de l'islam. La plupart des musulmans n'ont absolument jamais entendu parler des frères musulmans. Pourtant, il y a de nombreuses personnalités publiques musulmanes en France qui dès lors, de nombreuses personnalités musulmanes en France qui dès lors qu'elles prennent la parole contre l'islamophobie ou en faveur de la Palestine sont accusées d'appartenir à une frange de l'islam politique ou aux frères musulmans. Et ça m'est même arrivé moi aussi de me retrouver sur une liste où on considérait que je faisais partie de la galaxie des frères musulmans parce que j'ai un certain discours et parce qu'il se trouve que dans mon identité personnelle, je suis musulmane. Donc la réalité, c'est que en fait, on a un Bruno Retailleau qui est incapable de dire que ce qui s'est passé dans la mosquée dans le sud de la France était un attentat et qui de l'autre côté laisse croire que toutes les pratiques en fait de l'islam sont une nourriture en fait pour l'islam qui est considéré comme politique. Pour bien caricaturez pas un peu. Non, je voudrais vraiment entendre les concernés. Est-ce qu'il y a un sujet avec les frères musulmans pour vous? Je pense qu'il y a un sujet, mais pas particulièrement dans le contexte français. Moi, en fait, moi, ce que je lis dans le rapport, franchement, j'ai pris connaissance du rapport. Je pense que ce qu'on considère comme étant une influence des frères musulmans, parfois relève d'une pratique de l'islam. Je pense, par exemple, à ce qui s'est passé avec le lycée Averroès, un lycée d'excellence qui est basé à Lille. L'État a tenté de le faire fermer et finalement, la justice a donné raison à ce lycée. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne peut pas, en fait, que c'est très compliqué pour une institution musulmane ou pour un groupe de personnes musulmanes d'exister dans l'espace public sans être accusé d'appartenir à la frange de l'islam politique. Et je pense qu'il y a un vrai problème, particulièrement avec la question du voile, qui est un problème qu'on n'entend qu'en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre pays où les femmes musulmanes qui portent des foulards sont autant harcelées. Non, mais dans les médias, par ailleurs. Parfois. Si toi aussi tu penses que cette séquence politique est complètement folle, partage cette vidéo. Et dis-moi ce que tu penses de tout ça. À ton avis, on peut encore garder espoir ou on va droit dans le mur avec ces politiques? Like la vidéo. Commente en laissant ton avis. Pose ton mot. Dans le respect, évidemment. C'est bon pour le référencement. À bientôt. Like la vidéo. Commente. Pose ton mot. Yo. Sois sage, même si t'as le seum. Ouais. C'est la chaîne du sage, pas la haine, frérot.